Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 9 janvier 2017. C'est donc la deuxième semaine de cotation de l'année, les opérateurs sont de retour. Nous avons eu vendredi dernier la publication des NFP, les Non-Farm Payroll. On a eu de très bons chiffres aux États-Unis, près de 160 000 créations d'emplois, un taux de chômage à 4,7% et puis surtout une très forte hausse des salaires, 0,4%. Et cerise sur le gâteau, la révision du chiffre de décembre à la hausse. Donc les chiffres économiques, macroéconomiques aux États-Unis sont toujours bons. Et cette semaine, nous allons passer aux résultats d'entreprise. C'est la raison du titre du jour, prudence sur les indices. En effet, nous avons vu ensemble que les indices européens étaient dans des ranges à court terme qui n'arrivaient pas à en sortir par le haut. Les indices américains ont tenté de dépasser aussi leur plus haut récent, mais ça ne passe pas pour l'instant. Cette semaine, on a peu de publications macroéconomiques, mais on a des nombreux discours de membres de la Fed et on a aussi la publication des entreprises aux États-Unis avec en plus la publication des principales bancaires vendredi en fin de semaine. Et puis vendredi, on aura aussi quelques chiffres économiques. Donc voilà, jusqu'ici, nous avions des tendances affirmées, des tendances haussières sur les indices, haussières sur le dollar, baissières sur l'euro et l'or jusque pendant les vacances de Noël. Ça a un petit peu changé depuis 15 jours et justement, il faut faire attention car cette semaine, avec les discours des membres de la Fed et les résultats d'entreprise, on pourrait assister peut-être pour la première fois à des prises de bénéfices, à des consolidations, soit sur le dollar, soit sur les indices. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que étant donné que depuis l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire il y a 3 mois, les indices n'ont fait que grimper, alors que ces derniers sont en situation de surachat, comme par exemple l'Eurostoxx, dont l'indicateur du RSI qui indique le surachat est en surachat depuis plus de 15 jours. Donc voilà. Un peu de prudence pour débuter cette semaine, peu de statistiques économiques et à partir de demain, le bal des publications aux États-Unis commencera. Je suis content de vous retrouver donc pour cette émission, pour débuter de la semaine et on va pouvoir se lancer. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue bien évidemment tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les actualités marché, macro, les actualités sur les actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, le Dow Jones a inscrit un nouveau record historique à 19 999 points vendredi. Il n'a donc pas touché les fameux 20 000 points. On a eu les présentateurs sur CNBC qui pendant 2 heures attendaient que ce seuil soit touché. Ils avaient même arrêté leurs émissions ou de parler d'autres actifs. Ils étaient vraiment focalisés sur le boîtier des 20 000 points, mais ça n'a pas été fait. La latéralisation des indices européens se poursuit. On a eu une ouverture positive sur le CAC 40 dans la zone des 4 900 points. On a eu une ouverture positive sur le DAX dans la zone des 11 600 points. Mais prudence est de mise. Les vendeurs ont pris la main dès le début de la séance et nous revenons actuellement sur des supports. Les 4 880 points sur le CAC et les 11 530 points sur le DAX. Vous les connaissez. Ce sont les plus bas de la semaine dernière. Si ces plus bas cèdent, eh bien ce serait le début d'une consolidation potentielle. Enfin, diraient alors certains. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les supports sont testés. On verra si ce soir en cours de clôture, ils cèdent ou non. Car on n'est pas non plus à l'abri que les indices américains cassent leur plus haut annuel et historique et continuent de grimper, auquel cas les indices européens les suivraient comme d'habitude. Suite à la publication des NFP, donc des chiffres mensuels du chômage aux États-Unis vendredi. On a eu une belle reprise du dollar index qui est repassé au-dessus des 102 points. Néanmoins, à très court terme, il reste neutre. Le fait qu'il se soit bien tenu a permis à la paire USD-Yen de retrouver les 117 yens, de se maintenir dans une tendance haussière de fond et de consolider entre les 115,50 et les 118 yens
On est dans ce range et on en attendra la sortie. Parce que le dollar reste fort et que la livre reste sous pression, cette dernière passe sous les 1,22, alors que Theresa May a laissé entendre que l'Angleterre pourrait quitter le marché unique. Et puis l'euro, lui, résiste bien à 1,0550. Malgré la bonne tenue du dollar, il ne repart pas à la baisse. Pour comprendre cela, il faut que vous regardiez du côté du pétrole et des chiffres d'inflation. En effet, plus le pétrole monte, plus l'inflation monte, et plus les chiffres d'inflation ont été publiés positifs ces dernières semaines, plus l'euro a résisté. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que s'il n'y a pas d'inflation en zone euro, la BCE va faire du quantitative easing, et elle va faire ainsi baisser l'euro. Si l'inflation remonte en direction de l'objectif de la BCE est susceptible de ralentir, voire de supprimer à terme son quantitative easing, auquel cas l'euro retrouvera un peu sa liberté et on retirerait en quelque sorte cette chape de plomb qui est sur la monnaie unique et ça lui permettrait de remonter. Donc comprenez que quand on a un pétrole qui grimpe, quand on a des chiffres d'inflation positifs, eh bien l'euro a tendance à faire de la résistance contre le dollar et la parité dont tout le monde nous a parlé en décembre n'est toujours pas atteinte et on s'en éloigne petit à petit. L'or est à la croisée des chemins, toujours sous résistance à 1180 $. On a vu ensemble vendredi qu'on était sous un seuil clé, que le dollar restait fort. Pour autant, l'or n'est pas reparti à la baisse. L'or, tout comme l'euro, résiste. Et il n'est pas inconcevable qu'on tente de casser les 1180 $ pour aller chercher le seuil psychologique des 1200 $. En tous les cas, ça reste possible tant que l'or s'inscrit dans une tendance haussière de court terme. Et puis enfin, le blé, dont on a vu qu'il a cassé les 398,400 cents la semaine dernière en sortant par le haut d'un triangle de consolidation qui a duré 4 mois. Eh bien, le blé travaille les 410 cents, résistance d'octobre et novembre dernier, qu'il devra absolument dépasser pour pouvoir aller plus haut. Si on échoue sous ce seuil, il conviendra d'être prudent et d'attendre soit la cassure à la baisse des 398 cents pour invalider la hausse, soit la cassure à terme de cette fameuse résistance. En termes d'actualité macroéconomique, comme je vous le disais, peu de statistiques économiques cette semaine, mais les banques américaines vont démarrer la saison des résultats. On aura Bank of America, Wells Fargo et JP Morgan qui publieront vendredi. On va aussi avoir des membres de la Fed, Janet Yellen, Eric Rosenberg, James Bullard qui interviendront au cours de la semaine. Donc ça, ce seront nos catalyseurs de marché, les officiels et les résultats. Et puis enfin, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu dans la zone euro en décembre. On a vu ça la semaine dernière, plus 1,1% contre 0,6% en novembre. Alors attention, ça c'est l'inflation qui prend en considération la hausse du pétrole. Donc il est dit que l'inflation se rapproche même de l'objectif de 2% de la BCE. Mais, il y a un mais, quand vous prenez les chiffres d'inflation core, c'est-à-dire les chiffres d'inflation hors énergie, l'inflation en Europe n'a pas bougé depuis 12 mois. Voilà, donc tout le monde nous parle de la remontée de l'inflation, des hausses de taux aux États-Unis qui pourraient en découler, de l'arrêt du quantitative easing qui pourrait en découler en Europe, sauf que l'inflation hors énergie n'est toujours pas en hausse. Côté entreprise, AB Science est toujours recherchée, plus 6% ce matin. Elle a annoncé des résultats positifs pour le masitinib. Air France est en hausse également, car la société a publié un trafic en hausse de 6,8% en décembre. Air Liquide est en léger recul après avoir mis en ligne son document de pré-résultats pour 2016, avant de publier donc les résultats complets le 15 février prochain. Sequana, dont on avait peu entendu ces derniers temps, mais qui avait bien rebondi, eh bien, la société annonce 3 opérations de croissance externe. Et puis enfin, Michelin, deuxième plus forte hausse du CAC ce matin, profite d'un relèvement de recommandations de JP Morgan. Vous pouvez voir que dans les plus fortes hausses, les plus fortes baisses du jour, on a simplement Nokia qui est en baisse de 2%, sinon on n'a pas de grands écarts. Quant aux hausses, eh bien on a Technip, toujours soutenu par un pétrole au-dessus des 50 $ et à proximité de ses plus hauts annuels, à 53 $, et puis Michelin qui tire à la hausse grâce à un relèvement de recommandations. Côté statistiques passées, on a eu ce matin la production industrielle allemande qui est ressortie en hausse de 0,4%. C'est en dessous du consensus de 0,7%, mais on notera que le chiffre est positif et que le chiffre du mois précédent a été révisé à la hausse à 0,5%.
Ce jour, séance calme, l'indice Centix à 10h30 en zone euro, le taux de chômage de la zone euro à 11h, des statistiques chinoises en fin de journée et dans la nuit, et les ventes au détail en Nouvelle-Zélande dans la nuit également. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, ici un triangle en données 4 heures sur le titre Eramet. Donc Eramet est dans une stabilisation horizontale depuis 2 semaines entre 52 et 60 $. On note ici un triangle. Si on sort par le bas de ce triangle et qu'on casse les plus bas récents à 55,80, 56 €, on pourrait accélérer à la baisse et revenir vers les 52 €. Au contraire, si les supports tiennent, on pourrait aller chercher la borne haute du triangle, et si on en sort finalement par le haut, les plus hauts de 2016 pourraient être en visuel dans la zone des 65 €. Donc la sortie de cette zone de congestion sera capitale pour la suite. On va passer sur la plateforme de CMC Markets pour cette deuxième partie d'émission. On commence comme d'habitude par les indices boursiers. Donc vous voyez ici le CAC 40 toujours dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière. Vous voyez que le CAC 40 a ouvert avec un gap haussier à 4920 points. Il a peut-être été un peu haut, un peu vite. Et puis les vendeurs ont pris la main en début de séance et lui ont fait perdre 1% en intraday. Donc on vient de perdre 1% en intraday alors que les futurs US n'ont pratiquement pas bougé. En fait, souvent en bourse, on dit que les excès sont corrigés par des excès. Donc il se pourrait ici que le petit excès haussier à l'ouverture ait été corrigé par un excès baissier, c'est-à-dire une baisse quand même violente puisqu'on perd 1% en 1 heure. Par contre, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on est de retour sur les 4875, 4880 points. Ce sont les plus bas de la semaine dernière. C'est un support clé. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, il n'est pas dit que les acheteurs reprennent la main et qu'on reparte à la hausse dans le sens de la tendance. Seule une accélération sous les 4870 points changerait la donne, laisserait entendre que le support pourrait céder, auquel cas on pourrait revenir vers les 4850, voire les 4820 points, le support de court terme indiqué sur mon graphique. On peut regarder le DAX, mais c'est exactement la même chose. Le DAX, lui, il a tenté à l'ouverture d'aller chercher ses plus hauts annuels et de les dépasser. Ça n'est pas passé, donc il revient sur support. Il est à 11 550 points. Le support est à 11 530 points. Donc voilà, pour l'instant, ça reste complètement neutre en journalier sur les 4 derniers jours, mais le tout s'inscrit dans une tendance haussière. C'est la raison pour laquelle je n'anticipe pas, suite à cet échec sous les plus hauts, une cassure de support. J'attends que cette dernière soit potentiellement un jour effective. En attendant, la tendance reste haussière, les probabilités le sont donc également. Le VIX reste très faible, il est sur ses plus bas à 13 points, il rebondit un tout petit peu aujourd'hui, mais ce n'est qu'un petit rebond technique après 4 séances consécutives de baisse la semaine dernière. Et puis ensuite on peut regarder les indices américains. Vous voyez que les indices américains plafonnent un petit peu, mais pour autant aucun signal baissier n'est donné. Le Dow Jones est sur ses plus hauts annuels et historiques. Il a frôlé une nouvelle fois les 20 000 points. Et on verra s'il arrive à s'extraire par le haut de son range pour continuer sa tendance haussière dans le sens de la tendance grâce aux publications de résultats, ou si au contraire les résultats un petit peu décevants engendrent des prises de bénéfices, voire des signaux baissiers. Pour l'instant, on est sur les plus hauts en tendance haussière, les acheteurs gardent la main, il n'y a pas de stress en ce début de semaine, le VIX est faible, il y a peu de chiffres économiques ce jour, ce sera surtout demain la publication des résultats qui commencera à nous donner le tempo. Le Nasdaq 100, lui, a inscrit un nouveau record historique vendredi. Il a cassé son oblique de résistance qui passait par les plus hauts. Il a cassé les 5000 points. Il est toujours positif ce jour. Et ce, jusque nouvel ordre. Et le S&P 500. Le S&P 500 est aussi en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures. Le seul petit bémol, c'est ceci. Une oblique haussière qui passe par les plus hauts de l'indice américain depuis 2 ans. On a touché cette oblique le 22 février 2015, le 17 mai 2015. On a touché également cette oblique le 11 décembre, enfin la semaine du 11 décembre 2016 et également la semaine du 1er janvier. Les 2282 points que le S&P 500 a touché vendredi, c'est tout simplement son oblique de résistance majeure. Si cette semaine, grâce à la publication de résultats solides, les chiffres l'indice américain accélère au-dessus de sa résistance, au-dessus des 2282 points et va chercher les 2300 voire plus, eh bien, la tendance haussière perdure.
Attention, s'il y a des déceptions à partir de demain, les publications d'entreprise, et si le S&P échoue sous cette résistance, de nouveau, il pourrait connaître une consolidation. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il avait touché ici, il avait consolidé avant de partir à la baisse l'été dernier, enfin l'été de 2015. Donc voilà, toujours haussier, factuel, pragmatique. Je vous indique juste une zone de résistance touchée vendredi qu'il faudra dépasser pour que le momentum haussier perdure. On va passer sur les actions françaises. Alors, sur les actions françaises, Soitec, dont je vous ai dit qu'elle avait fait un violent revirement à la baisse la semaine dernière, continue de chuter. Rien d'illégitime, hein. Le titre Soitec est passé de 40 centimes à 1,70 €. J'ai expliqué que la hausse avait été extrêmement violente et la baisse est donc à la hauteur de la hausse précédente. C'est le même adage que tout à l'heure, hein. Les excès en bourse, les excès engendrent des excès. L'excès haussier de début d'année a engendré un excès baissier de consolidation. ABC Arbitrage, je vous l'avais déjà montré en données mensuelles, on est bien monté pendant l'année 2016, on a pratiquement doublé et on est venu toucher les 7,70 €, grosse résistance datant de 2011. On a échoué sous ce seuil et les vendeurs ont pris la main et la baisse s'accélère. Rien d'illégitime ici, c'est une correction majeure après une tendance haussière dantesque et pratiquement un doublement des cours l'année dernière. Corian, elle est bien remontée ces dernières semaines, mais elle a échoué sous sa MM 100 jours, qui est une belle résistance dynamique qui avait bien bloqué déjà en septembre. Donc là, on est neutre, on revient sur un support. C'est pas une configuration facile parce qu'à moyen terme, on a fait un double bottom, c'est positif. En journalier, une tendance haussière, c'est positif, mais on vient d'avoir la semaine dernière un échec sous résistance. Donc là, on entre dans une phase de neutralité. Nicox, je vous l'ai montré la semaine dernière, résistance à 9,65, ça n'est pas passé, donc on consolide dessous. Le support est à 9 €. Genfit a essayé de passer en force sa zone de résistance des 23,50 la semaine dernière, mais au final, on est revenu dessous. Ce n'est pas étonnant. Cette hausse n'était pas validée par des fondamentaux ou des bonnes nouvelles, mais simplement par des spéculations. Orpea, c'est pas beau, on en a parlé vendredi. Couverture en nuage noir, 3 chandeliers baissiers consécutifs. On avait vu vendredi que si on n'arrivait pas à se reprendre, la baisse pourrait s'accélérer. C'est le cas aujourd'hui. Le titre Orpea perd près de 2%. Les vendeurs ont perdu la main, notamment les acheteurs ont perdu la main, notamment suite à cette action-réaction, cet avalement haussier ici. Cette accélération haussière suivie d'un avalement baissier, excusez-moi. Voilà, donc ça, action, réaction, retour sous le support et les vendeurs reprennent la main. Et puis ensuite, on a des consolidations de titres qui étaient jusqu'ici haussiers, Airbus, Total qui pèse sur le CAC 40. Vous voyez, Total, j'avais écrit une analyse concernant les 45 €, laissant entendre qu'en cas de cassure des 45, on pourrait accélérer. Ça a été le cas puisqu'en l'espace de 2 semaines, on a été chercher les 47, puis les 49,50, donc pratiquement le seuil psychologique des 50 €. Et vous pouvez voir que cette zone de résistance est d'importance. Les 49,50, 50 €, c'est les plus hauts de 2015. Et on a échoué la semaine dernière dessous et les vendeurs prennent la main en début de semaine. Attention, car Total est un poids lourd du CAC 40, donc si le titre venait à consolider, ça viendrait donner de l'eau au moulin des vendeurs d'indices. Et puis dans les hausses, donc on retrouve AB Science, qui a profité d'une bonne actualité la semaine dernière, qui a consolidé en fin de semaine et qui repart aujourd'hui, donc grâce aux bonnes nouvelles concernant son massitinib. Casino Guichard tente de se reprendre. Alors ça, c'est un titre qui est intéressant puisque vous voyez, on était en tendance baissière en 2015. En 2016, on n'a pas réussi à se reprendre. Et là, on tente de s'extraire par le haut de la zone de prix sous laquelle on a été pendant des mois. Donc là, c'est intéressant. Toujours cette rotation sectorielle. On a une consolidation sur l'énergie et les bancaires. Et puis, on a d'autres secteurs comme ici la grande distribution qui tente de se reprendre. On a Ingenico ce jour qui profite d'un relèvement de recommandation. En plus, le titre a été vraiment délaissé, Ingenico, en 2016. On est passé de 109 à 70 €.
Et vous voyez là, après 4 mois dans un range avec une pente baissière, on tente de se reprendre. Ce qu'il faut surveiller sur ce titre, c'est l'éventuelle cassure de cette oblique de résistance ici qui passe vers 78, 70, 79 euros. Hop, et voilà. Valoric continue de grimper, toujours avec ce biseau ascendant. On a vu que jamais le titre Valoric n'avait réussi à clôturer à la hausse en dehors de son biseau. On verra si c'est le cas ce jour. Pour l'instant, on a une ouverture au-dessus de la borne haute du biseau, avec une tentative potentiellement de prise d'appui sur cette borne haute du biseau et de continuation de la hausse. Par contre, si ce soir on venait à clôturer sous les 7,15 €, sous l'oblique haute du biseau, et on clôturait peut-être même en baisse, là ça voudrait dire qu'on aurait constaté un excès haussier potentiellement très fort ce matin, donc à suivre. Séance clé pour Valorec qui tente d'aller assez haut assez vite. Est-ce que c'est un excès haussier ou le début d'une potentielle phase d'accélération? Areva, on a vu la semaine dernière qu'elle sortait par le haut d'un triangle à la hausse, qu'elle a accéléré fortement vendredi. On a vu qu'elle approchait de la zone des 4,90-95 €. Eh bien, elle l'attaque aujourd'hui même. Elle est à 4,96 €. Elle est donc au-dessus de ses plus hauts du mois de novembre. Et si on arrivait à clôturer au-dessus du seuil psychologique des 5 €, on validerait donc un passage d'une tendance neutre à une tendance haussière. On a eu une tendance baissière septembre, octobre, novembre, une stabilisation à plat pendant 2 mois, et là, on a potentiellement un courant acheteur qui est en train de se matérialiser. Sequana, dont je vous parlais ce matin, qui fait 3 acquisitions, donc des opérations de croissance externe, est soutenue. Elle reste positivement orientée au-dessus de son gap haussier ouvert la semaine dernière à 1,93 €. Tant qu'on est au-dessus de ce gap, on pourrait tenter d'aller chercher les plus hauts récents, voire d'aller chercher les résistances suivantes. Si on passe sous ce gap, on pourrait le clôturer et se stabiliser. Donc voilà pour les actions. On va passer sur les matières premières. Alors, sur les matières premières, vous avez le café Arabica qui est dans un range. On avait vu que le café Arabica avait cassé son oblique de tendance baissière et était passé de baissier à neutre. C'est toujours le cas. Il est dans un range et j'attends la sortie de ce range pour vous parler de la suite. Si on sort de ce range par le bas, la tendance baissière continue en direction des niveaux travaillés en 2015. Si on arrive à casser ici la zone de résistance des 141,50 qui nous bloque depuis un mois, ça pourrait être un éventuel signal haussier en direction des 149 cents ici. Donc on surveillera cela. J'attends une sortie de range pour la suite. Concernant les cours du coton, on a cassé les 72 cents la semaine dernière, on a accéléré vers 75 cents, donc on a gagné pratiquement 5%. Et puis malheureusement, la proximité de cette résistance des 75,50 bloque les cours et on est devenu complètement neutre. Alors il y a un biais positif, une tendance haussière, tant qu'on est au-dessus des 72 cents. Mais voilà, pas d'accélération, une stabilisation des cours, donc la situation devient un petit peu moins claire. Au niveau des pétroles, c'est comme sur les indices en ce début de semaine. On est toujours en tendance haussière, mais on assiste à une latéralisation des cours. On est à proximité des plus hauts de 2016 et de 2017. La zone de résistance des 54 $, 54,50 $ sur le WTI. Pour ma part, j'attends une sortie claire, soit sous 51,40, soit au-dessus des 54 $. Pour vous parler de la suite. Pour l'instant, un biais haussier peut être maintenu puisqu'on fait toujours des plus bas de plus en plus haut. Et on verra mercredi ce que cela donne avec les stocks de pétrole. Concernant les bovins engraissés, on est devenu beaucoup plus neutre depuis la cassure de l'oblique haussière la semaine dernière et on attend une sortie de range. Concernant les cours du jus d'orange, on est dans une tendance baissière affirmée et ce sera le cas tant qu'on n'arrivera pas à regagner une zone de résistance. Le cuivre, je vous avais dit ça la semaine dernière, c'est très neutre. On est soutenu au-dessus d'un support mais bloqué par une résistance, donc patientons. Le riz, c'est la même chose, il est soutenu sur ses plus bas annuels, mais il bloque sous sa résistance à 9,60 cents, la moyenne mobile à 60 jours. Donc on attend une cassure d'une de ces deux bornes. Le gaz naturel, il semble se stabiliser à proximité du support des 3,10 qu'on avait travaillé ici à la fin novembre. C'est une zone au-dessus de laquelle on avait ouvert un gap.
et il est bloqué à la hausse sous les 3,30. Donc en fait, on est en train de se stabiliser dans une zone de range en attendant la suite. Sous les 3,10, plus de baisse en direction des 2,50. Au-dessus des 3,30, une tentative de reprise de la hausse en direction de la zone de gap, ici laissée ouverte à 3,51. Hop, ici. Et je vais la mettre en rouge puisque c'est une résistance. Concernant l'or, c'est pas évident. Tendance baissière de moyen terme sur 6 mois, mais tendance haussière de court terme. Je trouve que l'or tient particulièrement bien. On est à court terme dans une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut, un petit canal haussier. Et tant qu'on sera dans cette tendance haussière au-dessus de cette oblique, les acheteurs peuvent tenter de casser les 1180$ pour aller chercher les 1200$. En tous les cas, le dollar se stabilisant à plat, n'arrivant pas à relancer fortement en direction de ses plus hauts, cela permet à l'euro et à l'or notamment de bien tenir, voire de gagner du terrain. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit qu'on constate depuis à peu près 10 jours. Et je m'en méfie. Ça veut dire que la baisse n'est plus certaine sur les cours de l'or. Donc, voyons, sous les 1170$ et l'oblique haussière, on retournerait vers 1150, voire 1130. Au-dessus des 1185$, les 1200, 1205$ pourraient être rapidement retrouvés. Et puis enfin, le platinium, dont on a vu la semaine dernière qu'il était sorti d'un biseau à 920$, il a cassé la résistance indiquée à 950$, il est à 976$, la prochaine résistance en tant qu'objectif théorique haussier apparaît à 1000$. Et pour finir, le blé. Le blé, donc on a vu la semaine dernière qu'il était sorti par le haut d'un triangle de consolidation. Les 398-400 cents, ancienne résistance de mois de décembre, deviennent support. On travaille actuellement la zone de résistance des 410 cents, les plus hauts d'octobre et novembre. Si on la dépasse, on accélère vers la zone suivante ici à 430 cents. Si on bloque et qu'on se reflue, eh bien on attendra la sortie du range entre 398 et 410 cents. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la tendance étant haussière à court terme, je ne regarde pas si on passe ou pas la résistance, j'attends de voir si on tient le support. Tant qu'on tient ce support, on pourrait revenir 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois dessus, que la résistance pourrait toujours autant casser par la suite. Donc c'est la tenue de ce support qui est psychologiquement le seuil à surveiller pour les acheteurs. Et enfin les devises. Donc sur les devises, comme je vous le disais, en ce début de semaine, on manque un petit peu de visibilité. La particularité, c'est que le dollar donc s'est fait des frayeurs la semaine dernière. En fait, mardi dernier, le dollar a ouvert un peu trop vite. Il a consolidé jeudi. Vendredi, on avait des statistiques inférieures aux attentes et des prises de bénéfices des opérateurs avant le NFP de vendredi. Vendredi, le NFP a rassuré les opérateurs sur les bons fondamentaux américains, donc on est reparti à la hausse sur le dollar et on a clôturé au-dessus des 102 points. C'est positif. Mais vous voyez, pour autant, la dynamique haussière de ces 15 derniers jours, elle s'est un petit peu estompée. On est quand même dans la neutralité. Et parce qu'on est dans cette neutralité, il est complexe d'envisager la suite, que ce soit sur l'or ou que ce soit sur les paires en dollars, comme l'euro, la livre ou l'AUD. Ce que je peux vous dire au niveau des paires du Forex, c'est que l'AUD reste ferme, fort, soutenu notamment par des bons chiffres économiques, comme les permis de construire qui ont été publiés ce matin, qui ont été supérieurs aux attentes. L'euro, lui, vous avez vu que depuis 2 semaines, il a tenté des accélérations au-dessus des 1,06 et il faut quand même reconnaître qu'il est solide. Seule une cassure des supports à la baisse relancerait la dynamique baissière de moyen terme. Donc à court terme, je suis plutôt prudent. Le dollar est neutre, l'euro l'est également. La livre, elle est sous pression et c'est différent, c'est fondamental parce que Theresa May a laissé entendre que les Anglais pourraient quitter le marché unique. Donc ça, bien évidemment, ça vient peser sur la devise nationale et ça renvoie la livre en direction de ses plus bas de 2016, à la zone des 1,2080. Donc on verra si une réaction intervient sur ce seuil. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas à l'abri de voir de nouveau plus bas de 20 ans sur la livre. Quant à la paire USD-Yen, comme je vous le disais en début d'émission, très belle réaction haussière sur l'USD-Yen vendredi. En fait, on a eu une forte chute jeudi et une accélération haussière vendredi qui a pratiquement été égale à la baisse de jeudi. Donc, phénomène encore une fois ici d'action-réaction
forte chute, mais les acheteurs présents sur support reprennent la main. Et là, on est neutre, on est à 117. Vous voyez qu'on est neutre sur les 15 derniers jours. Certes, on a une tendance haussière moyen terme, mais les acheteurs n'ont pas la puissance nécessaire pour pouvoir décaler à la hausse et casser les plus hauts récents à 118,50. Donc ici, on a un range entre 115,50 et 118,50. Seule la rupture d'une de ces deux bornes relancerait la dynamique haussière ou inverserait cette dynamique haussière à la baisse. Pour l'instant, il est vraiment impossible de savoir dans quel sens on va partir. On va voir cette semaine avec la publication des entreprises américaines et surtout 3 membres de la Fed qui vont faire des discours. On verra les avis de ces derniers concernant les récents chiffres macroéconomiques publiés, que ce soit les NFP, l'inflation ou autres. Et cela donnera une direction pour le dollar. Alors, je regarde vos questions, je regarde si j'ai bien répondu à tout le monde. J'ai Philippe qui me dit, moi je fais des scalps de short sur le CAC et le DAX ce matin. Alors effectivement, on a ouvert un peu sous des résistances, donc vous avez bien vu ces zones de résistance. Par contre, comme je vous le disais très rapidement, on est revenu sur les supports. Et là, on est posé sur support. Vous voyez ici, ça c'est un graphique en données horaires. On a ouvert un peu haut, un peu vite. On a chuté très rapidement. On a touché les 4878,80 points. Et ça, c'est une zone de support clé. Donc je peux comprendre que vous avez fait des scalps à la baisse. Pour pouvoir continuer, il faudrait qu'on casse le support. Sinon, les acheteurs sont susceptibles de vouloir intervenir sur ce seuil de support clé qui a tenu toute la semaine dernière. David me demande ce que je pense du titre Forestia. On va regarder ça tout de suite dans les actions, en données journalières. Forestia, un équipementier, un beau titre, des bons fondamentaux, une tendance haussière très puissante ces dernières années. On va regarder ça. La voici Forestia. Voilà. Donc, une tendance haussière 2013, 2014, 2015. Et puis vous voyez, 2016 a été une année de stabilisation, mais on a toujours fait des plus bas de plus en plus haut, montrant tout de même un courant acheteur. Que s'est-il passé sur Forestia en ce début d'année? Nous avons cassé pour la première fois en 15 mois, puisqu'on a bloqué toute l'année 2016 et à la fin de l'année 2015. En gros, pour la première fois depuis 15 mois, on passe au-dessus des 37 euros, 37,40 €. Voilà. Donc, Forestia à long terme, c'est haussier. À moyen terme, c'est haussier. En journalier, c'est haussier. Il faut se maintenir au-dessus de la zone des 37 euros, 37,30 € pour pouvoir maintenir la tendance haussière et pouvoir aller plus haut en direction, pourquoi pas, du seuil psychologique des 40 €, voire des plus hauts de 2015 à 45 €. Et Loïc me demande de regarder Michelin. Alors Michelin, on va regarder ça tout de suite. Michelin, c'est une tendance haussière 2012, 13, 14, 15, 16. On est sur des nouveaux plus hauts. De nouveau, on a été un peu vite, un peu haut en début d'année. On a consolidé, on est revenu sur des supports. Puis là, les acheteurs relancent. C'est JP Morgan qui relance la hausse du titre aujourd'hui avec un relèvement de recommandation. Donc Michelin, superbe tendance haussière de moyen terme matérialisée par cette oblique. Je pense d'ailleurs qu'on doit pouvoir tracer un canal. Voilà le canal haussier sur Michelin qui a fait qu'on a bloqué un petit peu en début d'année et qu'on a consolidé. Vous pouvez utiliser ce canal pour cadrer les cours. Il démarre comme beaucoup de canaux haussiers en juin dernier lors du Brexit et il cadre parfaitement la hausse. Et pour finir, je réponds à Paul sur CGG Veritas. CGG Veritas, c'est baissier à long terme, baissier à moyen terme, baissier en journalier, baissier fondamentalement parlant. La société est en train d'essayer de lever des capitaux. Elle a une dette stratosphérique. Donc voilà, pour l'instant, on a eu un double bottom, un double test positif des 11 €, mais c'est tout ce qu'on a eu la semaine dernière puisque les vendeurs ont pris la main par la suite. Les chandeliers sont rouges parce que les vendeurs prennent la main dès le début de la séance. Donc, en l'absence de retournement majeur, en l'absence de bonnes nouvelles, en l'absence de cassure de résistance, attention, ce titre est sous forte pression baissière technique et fondamentale.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. J'espère avoir bien déblayé le terrain concernant cette semaine calme en apparence puisque nous aurons peu de publications macroéconomiques, mais nous avons rendez-vous avec des membres de la Fed et le bal des publications aux États-Unis qui va débuter demain avec Alcoa. Donc voilà, une semaine qui devrait tout de même être cruciale. Après une forte hausse sur les indices américains pendant 3 mois, on va voir si la hausse perdure ou si il y a des changements de tendance. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US ou bien demain matin à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous.